Freeze. Merci beaucoup de nous retrouver dans les tontons du mondial comme ça chaque soir du lundi au vendredi de 20h à 21h. On parle du mondial, de football et de tous les débats qui nous intéressent. Une heure d'analyse autour de la Coupe du Monde en direct et on le rappelle aussi d'ailleurs en podcast sur sudradio.fr et sur toutes les plateformes. Autour de la table ce soir, on a de nouveaux tontons. Mais d'abord on va dire qu'on va saluer un tonton que vous connaissez, que vous apprenez même à connaître. C'est mon Braque. Comment vas-tu Braque ? Ça va très bien. Apparemment, les poules de la Coupe du Monde vont se terminer. Donc, on va enfin arrêter d'entendre tous les réacs, tous les chouineurs, les pleureuses. Un coup, c'est les cooling breaks, un coup, c'est les petites équipes, un coup, c'est je sais pas quoi. Ils vont arrêter de pleurer maintenant, voilà. Effectivement, il y a eu des débats parce que la phase de poule, elle était longue. Effectivement, il y aura du coup de gueule de la part de Braque, comme vous l'avez entendu. Il est remonté comme un coucou autour de la table. On accueille Rodolphe Tapi. Bonsoir, Rodolphe. Salut, bonsoir, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Vous m'avez quitté mon sud marseillais pour la chaleur parisienne. C'est un plaisir. Exactement. Donc petit-fils de Bernard Tapie, ancien président de l'OM. Et d'ailleurs, il y a une info là sur l'OM qui est tombée. Le naming. Donc le CEPAC. Donc c'est la contraction de Caisse d'épargne Alpes Provence Corse. C'est ça. C'est régional et tout. Voilà. Donc encore une entreprise régionale qui met un peu des billes dans le club, dans le stade, dans l'activité un peu de la ville, donc c'est plutôt pas mal. On attendait CMA-CGM, ils se sont positionnés sur le Havre. Je sais pas que c'est très bien, ils sont présents au Stade Vélodrome depuis un petit moment déjà. Depuis 40 ans déjà, c'est un vrai partenaire du club. Et là, c'est pour les 7 prochaines années. C'est ça. Donc effectivement, ce sera plus l'Orange Vélodrome, mais le CEPAC. Et d'ailleurs, la présidente de la CEPAC sera demain matin dans la matinale de Sud Radio. Et on accueille un autre tonton, journaliste indépendant, c'est Abdellah Boulma. Bonsoir Abdellah. Bonsoir Joseph, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très content d'être là. Partagez. Tu sais qu'on m'a beaucoup parlé de vous. C'est pas vrai. En bien, j'espère du coup. On super bien. Nickel, c'est un vrai plaisir de t'avoir. En tout cas, on va avoir, j'espère, des débats enflammés, mais surtout des débats où forcément on s'écoute, on s'entend et on échange des idées. Ce soir, le sommaire des tontons du mondial sur Sud Radio. On va parler justement un débat sûrement qui va tendre un petit peu Braque, mais qui va être intéressant. J'ai envie d'avoir aussi vos avis, Rodolphe et Abdellah, parce que il y a des nations qui ont été éliminées de ce mondial, notamment par exemple l'Ouzbékistan, le Qatar, Haïti. Est-ce que ces nations, finalement, sportivement parlant, ont leur place à la Coupe du Monde? Et on va débattre de cela. Est-ce que tous les matchs ont été si intéressants que ça avec cette Coupe du Monde, avec un peu plus encore de nations et qui peut être amené encore à 7 ans? Didier Deschamps va sûrement faire tourner pour France-Norvège, donc c'est vendredi. On va écouter les dernières informations, les derniers bruits qui circulent parce qu'il n'y a rien encore d'officiel, mais notamment de se poser la question, par exemple, est-ce que Ousmane Dembélé va tourner? Est-ce qu'il doit tourner? On se posera la question. Ce France-Norvège notamment, on va jouer la première place du groupe, donc en théorie un tableau un peu plus facile quand on termine premier, ce qui n'est pas certain, mais est-ce que on est favori pour ce match? Les Norvégiens ont été notamment sur la préparation de la Coupe du Monde assez intéressant et ils sont en tout cas dans leur mondial. Le penalty de Braque, ça va être autour, tu portes un maillot jaune, j'ai envie de te dire, peut-être un signe. T'as pas fait exprès. J'espère que t'as pas fait exprès. Mais alors, pour Braque, tu as parlé notamment d'un homme qu'on a revu cette nuit. Oui, absolument. Je vais parler de Neymar. C'est un petit peu dans la même veine que mon introduction. Moi, je suis un rêveur et il m'a fait rêver. Il a fait rêver, effectivement. Voilà. Il est rentré, il a fait une belle entrée avec le Brésil, ses premières minutes dans le mondial. Voilà, vous avez le sommaire des tontons du mondial. Allez, tout de suite, on va donc évoquer les dernières informations, le tour du mondial. C'est parti. Les tontons du mondial. L'échauffement. On rappelle, l'échauffement, c'est une information qui est choisie par chaque consultant. Donc ce soir, on est avec Braque, Rodolphe Tapi et Abdellah Boulma. On va aller d'abord avec Braque. On va revenir notamment sur certains matchs qui ont eu lieu cette nuit. Ouais. Et notamment, tu as choisi de revenir sur la Bosnie. Ils ont gagné 3-1 contre le Qatar. Parce que, alors moi j'avoue, j'ai pas trop entendu parler plus que ça de la Bosnie, mais c'est ça un peu qui fait que tu as eu envie d'en parler de ton côté. Oui, parce que je pense que avant une Coupe du Monde, ce qu'on fait tous, c'est qu'on regarde un petit peu les tableaux, on regarde un petit peu les groupes, on regarde aussi les adversaires potentiels de chacune. Je l'ai pas fait pour la Bosnie, je l'avoue, mais moi la Bosnie, en fait, je l'ai mis dans mes équipes un peu surprises, ces équipes qui potentiellement peuvent venir enquiquiner d'autres équipes un peu mieux armées. On a tous en tête bien sûr cette élimination de l'Italie où les Bosniens
ont été très résilients et ont fait un match assez exceptionnel pour réussir à sortir quand même une des meilleures nations du foot. Et je pense que sur cette phase de poule, les Bosniens ne sont pas vraiment ressortis. Mais moi, je suis convaincu qu'ils ont absolument toutes les armes pour justement, je dis pas faire un parcours, aller faire une demi-finale ou aller gagner cette Coupe du Monde, mais en tout cas réussir par exemple à faire tomber un gros. Ça m'étonnerait pas. Faudrait qu'on regarde un petit peu le tableau. Mais je pense que les Bosniens, c'est une équipe qu'il faudra surtout pas sous-estimer. Ils ont vraiment à chaque ligne, voilà, un petit joueur qui peut faire la différence. Moi, je suis fan de Tariq Muharimovic par exemple en défense, qui, je pense, vous l'avez découvert, est un joueur absolument phénoménal. Ils ont de la jeunesse avec Alay Begovic, Bayraktarevic et Edin Dzeko, bien sûr, la légende. Voilà, ça reste un joueur extrêmement légendaire là-bas. Donc voilà, moi, j'ai envie de dire aux gens, attention aux Bosniens. Alors j'ai pas envie d'y croire. Hein. J'ai pas envie d'y croire parce que je pense que j'ai pas de sang bosnien. Mais ça fait toujours plaisir quand on avance quelque chose, voilà, que ça fonctionne. J'ai envie de dire attention, regardez-les bien parce que voilà, ils pourraient nous surprendre. Ouais, ils vont devoir nous surprendre s'ils veulent aller loin de toute façon, parce qu'ils font partie donc des meilleurs troisièmes avec 4 points. Donc ils vont sûrement être l'une des équipes qui va se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, mais donc ils vont tomber bas sur un premier groupe. Voilà. On enchaîne avec l'info qui a été choisie donc par Rodolphe. Tu as regardé notamment le Maroc. Alors, je ne sais pas s'ils vont aller loin dans la compétition, les Marocains, parce que forcément, c'est compliqué d'aller loin. Cela étant, tu les as trouvés solides. Solides, ils m'impressionnent beaucoup. En fait, depuis maintenant quelques années, je les trouve quand même très sérieux. Ils ont quand même monté une belle équipe. Il y a 4 ans en arrière, ils font une demi-finale de Coupe du Monde. Je me suis demandé peut-être qu'ils feraient une deuxième demi-finale de Coupe du Monde consécutive. Alors, on n'espère pas parce que ça voudrait dire qu'ils élimineraient la France en quart de finale. Ah, exactement. Évidemment. Mais ils sont en train de créer quelque chose d'assez intéressant. Depuis la Coupe du Monde 2022, c'est quand même 3 défaites en 60 matchs. Ouais, bien compté. Depuis l'élimination contre la France. Tu les as comptés à la main comme ça ou... À la main, sur Transfer Market. Okay. Le temps de venir de Marseille à Paris, il a eu le 3h30 de train, on peut compter sur ça, il n'y a pas de souci. Il a bossé. il faut. Il met la pression. Et non, ils sont en train de créer une équipe assez costaud, alliant expérience et jeunes. Ils ont été champions du monde des U20 l'année dernière. Le coach le coach des U20 est devenu le coach du Maroc, et ils sont en train de vraiment créer une espèce d'osmose dans cette équipe avec des joueurs comme Brahim Diaz, comme Saïbari, très bon. El Khanous, merci. Belle ligne offensive et tout, avec forcément un patron, parce qu'il faut quand même parler de lui. C'est pour moi le meilleur joueur au monde à son poste. On parle d'Hakimi. Hakimi qui est encore hier. Alors certes c'est Haïti, mais on voit dans cette encore buteur, on le rappelle hier. Encore buteur, passeur aussi je crois. Ouais, passeur décisif dans ce match. Il fait un match contre le Brésil. Ils font un match en général contre le Brésil incroyable, une première mi-temps de fou. Et elle me séduit énormément cette équipe. Ouais. Et à voir un peu ce que ça va donner avec le temps, si le coach arrive à bien cadrer tout ça. Il y a la Coupe du Monde 2030 qui arrive avec le Maroc, peut-être, avec une finale là-bas. Il y a quelque chose d'intéressant à faire et ils me séduisent beaucoup, donc voilà, à voir ce que ça va donner, et je pense qu'on aura droit à un petit quart de finale, enfin j'espère, on l'espère tous, petit quart de finale France-Maroc, ça peut être ils devront déjà passer le stade des 16, parce que ils croiseront avec le premier du groupe F, sauf que 3 équipes sont encore en lice pour être premier de la poule, Pays-Bas, Japon, Suède, ça m'étonnerait, même si on ne sait jamais, mais vu la tôle qu'ils ont pris contre les Pays-Bas, ce serait étonnant. Mais voilà, Japon-Pays-Bas, à voir, parce que les Japonais ne sont vraiment pas mauvais depuis le début de la compétition. Adela, tu voulais revenir notamment sur la performance d'un club qui compte notamment pour Rodolphe Tapi, c'est le PSG. Voilà. Justement, mais je l'avais totalement préparé en ce sens. Je savais qu'il allait arriver, qu'il allait venir ce soir. Parce que ce sont les joueurs du PSG donc, qui, dans cette compétition, effectivement, performent. Oui, certains les gens qui nous écoutent vont probablement se poser la question de savoir mais pourquoi il vient nous parler du Paris Saint-Germain alors qu'on est en pleine Coupe du Monde. Écoute, je suis tombé sur une stat assez hallucinante là. Le PSG, c'est le club le plus représenté parmi les buteurs. Donc en gros, je m'explique, le PSG compte 6 buteurs différents depuis le début du mondial. Je vais les citer, voilà, Barcola, Dembélé, Mbaye, Neves, Mendes et Hakimi. Et en fait, ça témoigne de beaucoup de choses. Ça traduit énormément de choses. Ça traduit déjà en fait le travail remarquable qu'a accompli Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il a formaté, qu'il a travaillé des joueurs, qui sont aujourd'hui capables de scorer à l'international.
et on parle, c'est-à-dire qu'on a des joueurs, là je les ai tous cités, qui évoluent avec leur nation, avec leur sélection et dans différents systèmes. Mais ces joueurs-là, aujourd'hui, franchement, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on se rend pas compte. Je pense que Braque sera pas d'accord avec moi. Je sais pertinemment, je t'ai écouté récemment. Je sais que tu seras pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il faut vraiment insister sur le travail accompli par Luis Enrique et je veux dire l'apport en matière tactique et comment dire, intellectuel sur ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'ils sont capables aujourd'hui d'évoluer au plus haut niveau et de scorer. Et ça, c'est même de prendre des coups francs à Cristiano Ronaldo, en l'occurrence Nuno Mendes, qui a eu la chance d'avoir ce coup franc. Non, mais c'est super intéressant c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que effectivement, il y a eu la petite polémique récemment, enfin il y a 2-3 jours sur Cristiano Ronaldo. Quand on écoute Neves, effectivement, enfin, en fait, à chaque fois qu'on lui pose la question de Cristiano Ronaldo, il ramène tout au collectif. C'est systématique et c'est exactement ce qu'on a vécu avec le Paris Saint-Germain la saison dernière. Effectivement, très intéressant. Voilà les 3 infos qu'on peut retenir dans les autres résultats. Voilà, on continue et on va aller sur un débat qui, je pense, va être très intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur nos pages, sur nos réseaux sociaux, sur nos pages Instagram, notamment à répondre à nos stories et nous dire un peu ce que vous en pensez. Et aller notamment sur YouTube. Voilà, à la fin de l'émission, vous pouvez regarder en direct sur YouTube, mais aussi regarder en replay. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce pour faire remonter un peu l'émission dans l'algorithme, et répondre surtout pour qu'on participe tous ensemble. On lit vos commentaires notamment sur YouTube. Allez, on se retrouve dans un instant. Est-ce que c'est une Coupe du Monde de haut niveau? On se pose la question tout de suite dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio. C'est parti. 20h-21h, les Tontons du Mondial. On se retrouve dans les Tontons du Mondial comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à 21h. Aujourd'hui, ce soir, autour de la table, on est avec Braque, commentateur et streamer, avec Rodolphe Tapi, petit-fils de Bernard Tapie, ancien président de l'OM, et Abdellah Boulma, journaliste indépendant. Le débat qu'on va aborder, est-ce que c'est une Coupe du Monde de haut niveau? Est-ce que toutes les équipes finalement ont leur place dans cette Coupe du Monde? Il y a des nations qui, pour certains, finalement, n'ont rien à faire en Coupe du Monde. On se pose la question. C'est parti. Les Tontons du Mondial. Le coup d'envoi. Allez, on va faire un tour de table en commençant par Abdellah. Tu veux vraiment m'envoyer là-dessus? Tu veux vraiment que je parle de ça? Pourquoi? Parce que tu t'es régalé dans cette Coupe du Monde? Mais moi, je me régale tout le temps. Quand je regarde du foot, je me régale. Bon, j'exagère un petit peu. Non, parfois, effectivement, il y a des matchs où on s'ennuie. Il y a des matchs où on s'ennuie. Ouais. En revanche, moi, franchement, si tu me poses la question de savoir, effectivement, moi, j'aime cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que la Coupe du Monde 1930, c'était 13. Ils étaient 13. Et à l'époque, il n'y avait pas les Africains. T'étais déjà là? J'étais déjà là. Ils étaient 13. Non, mais c'est toujours bon de rappeler des choses aux gens. Voilà, ils étaient 13, ensuite ils sont passés à 16, ils étaient 32, là aujourd'hui ils sont 48, etc. Moi, ce sport, en fait, cette discipline, c'est un sport populaire. C'est un sport qu'on ne peut pas fermer à des petites nations. Merci. Et moi, je n'arrive pas à saisir les gens qui pointent du doigt le fait que le Cap-Vert a joué, etc. Ça m'a emmerdé. Non, en fait, si ça t'embête, tu zappes ou tu passes à autre chose. Il y a même des gens qui sont au stade là-bas et qui s'emmerdent. Non, moi, ça ne m'emmerde pas. C'est une Coupe du Monde, en fait, qui permet, en fait, de voir d'autres sélections, une autre façon de jouer, une identité, une culture différente. Ça me permet aussi de découvrir d'autres joueurs. Ça me permet aussi de découvrir une autre façon de jouer. Pour moi, le football, c'est quelque chose d'universel. C'est pas quelque chose qu'on peut concentrer comme ça sur un football élitiste. Le football élitiste, en France, en Europe, on l'a déjà. Ça s'appelle la Champions League. Moi, j'ai pas envie de voir un football à l'international en mode Coupe du Monde, élitiste. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je vois des petits jouer comme le Cap-Vert, écoute, je suis heureux de voir ce pays-là fêter en liesse, avec ces résultats du Cap-Vert, me dire, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, en fait, de les voir faire la fête parce que leur pays les a représentés. Et ils peuvent se qualifier. Et ils peuvent encore se qualifier. Enfin, moi, je parle du Cap-Vert. Après, il y a l'Ouzbékistan, il y a l'Irak, etc. Oui, en gros, il y a des nations qui sont passées un tout petit peu à côté. Après, tu vois, tu disais que les gens aiment bien pointer du doigt et ils sont pas contents par rapport à ça. Est-ce que c'est pas aussi le côté argent qui leur oriente leur esprit, leur façon de penser? Parce
que tu sais, dès que tu parles d'argent, les gens ils sont un peu genre pourquoi on rajoute des équipes, c'est toujours pour l'argent, et les cooling breaks c'est pour l'argent, et machin c'est pour l'argent. On aime bien râler par rapport à ça. Mais moi je trouve que c'est vraiment un vent de fraîcheur de voir des Curaçao, des Cap-Vert. Ouais, c'est ça. C'est des bonnes vibes, c'est des bons moods, c'est ce qu'on veut voir en fait. Il y a des JO, il y a toutes les nations du monde, c'est une coupe du monde. Bah, moi je suis ok pour que ça soit ouvert à beaucoup de pays, et de toute façon, le côté élitiste arrivera dans quart de finale, demi-finale. On aura le droit à ces beaux matchs, ces grands matchs et tout. Mais regarde, même en 98, il y a beaucoup moins d'équipes. Dans ton groupe, t'as l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. Mais alors, du coup, effectivement, on peut se poser la question. Donc, je sens bien aussi, Braque, que tu partages cet avis et tu vas me donner tes arguments. Il est dégoûté, là. Du coup, non, il est énervé. Il voulait un avis contraire. Je t'ai vu. Je vais évidemment me faire l'avocat du diable. D'ailleurs, pas nécessairement par nécessité, parce que je le pense aussi un peu. Finalement, à quoi ça sert de faire une phase de qualification si il y a autant d'équipes qui passent? Mais en fait, Joseph, si tu nous dis ça, et tous ceux qui nous écoutent, qui sont à fond dans cette idée que les petites équipes, elles ralentissent le tournoi, parce que en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que voilà, la phase de poule, elle est interminable, elle est trop longue, et on se fait chier. Mais attendez, mais c'est un des arguments. C'est un des arguments. Donc en fait, attendez, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est vous voulez la Super League. Donc en fait, ils veulent une super Coupe du Monde. Ils veulent une super Coupe du Monde avec 16 nations, Angleterre, France, Pays-Bas, Brésil, et on s'arrête là. En fait, toutes les autres équipes qu'on a découvert grâce à la Coupe du Monde, des histoires qu'on a pu découvrir grâce à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle a unifié tellement de gens, tellement de nations dans le football. Elle a permis tellement d'ouvrir le football à des gens qui avaient même pas accès à ça et qui n'étaient pas connus, qu'aujourd'hui on est en train de se dire ah ouais mais en fait vous nous faites chier. Ben non, moi ils me feront jamais chier ces gens-là. Moi je veux voir cette Coupe du Monde avec le Togo, je veux voir le Zaïre se requalifier, je veux voir ces petites équipes exister dans cette Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ça qui fait le charme de cette compétition. Et d'ailleurs ce que je comprends tout à fait, mais du coup on va jusqu'où? C'est aussi la question. Pour le moment, on est à 42 équipes. On monte jusqu'à combien, messieurs, dans cette idée de dire finalement que tout nous intéresse. Pourquoi on ferait des éliminatoires et pourquoi finalement on démarrerait pas sur une compétition qui est plus longue, finalement, Braque, mais où on découvrirait autant d'histoires et on aurait autant de matchs et on irait autant chercher dans le sens d'élargir. On va jusqu'où? Joseph va trouver un juste milieu quand même. Je veux dire, on n'est pas là pour. Enfin, oui, mais est-ce qu'on s'est compris? On s'est compris. Non, mais trouver un juste milieu. On n'est pas dans les excès. Mais pourquoi on est systématiquement dans les excès? Ça manque de nuances tout ça. Ouais. Effectivement, quand on se met à la place de la FIFA, voilà, Infantino, lui, ce qui l'intéresse, c'est effectivement de rassembler un maximum d'équipes. 64 équipes, par exemple. 64, pour toi, c'est non, Abdella. Pourquoi c'est non aujourd'hui? Parce que déjà, tu vois bien que sur ce premier tour, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien de voir des petites équipes, mais voilà, en avoir davantage, non, ça devient hyper compliqué. Il y a aussi le problème des déplacements. Bon, là, ça se passe au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Oui, après, c'est hyper compliqué. Il y a très peu de pays qui pourraient accueillir autant de nations. Et de tout à l'heure, rapidement revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. L'un des principaux arguments des anti-petites équipes, si on peut dire, c'est les gros scores, les 7-0, les 8-0, etc. Mais ça a toujours existé. Bah oui. Non, mais ouvre un bouquin d'histoire, mais regarde la télé. Les 7-0, 6-0, 5-0, depuis 1930, ça a toujours existé. Il est reparti sur 1930. Non, mais les gens, en fait, se sont arrêtés. On a découvert le foot en 98, j'en parlais tout à l'heure en off. Mais à un moment, mais regardez, ouvrez allumez la télé, t'as internet, et tu lis parce que des livres, on n'en a plus. Désolé, Abdella, c'est fini. Tu lis pas de bouquin, toi, Joseph? C'est fini. Non, mais c'est quoi un bouquin? On est dans une émission de foot et tu parles de bouquin, Abdella. C'est pas possible. T'as des trucs audio, tu appuies sur play, ça te passe. Non, mais après, je comprends très bien, mais je vois déjà que vous placez une certaine limite dans cette idée d'avoir des nouvelles histoires, etc. Mais après, il y a la question effectivement de la qualité du football qu'on peut voir. Plus il y a d'équipes, plus finalement la moyenne et la qualité des matchs qu'on va voir va nécessairement descendre. Mais Joseph, à quel moment est-ce que dans une Coupe du Monde on a vu un football de qualité? Alors ça, c'est vrai, mais du coup tu vas creuser le fossé entre le niveau moyen par exemple de l'Euro, Rodolphe, et de la Coupe du Monde, non? Ah mais le niveau de l'Euro, tout le monde est ok pour dire que l'Euro est plus compliqué que la Coupe du Monde, parce que l'Euro c'est quand même très élitiste. Les nations européennes sont quand même en moyenne bien plus fortes. Par exemple, on pourrait faire la même chose à l'Euro, pourquoi pas? Je suis pas d'accord avec ça, moi.
Franchement, t'as eu des matchs, pardon Rodolphe, mais t'as eu des matchs à l'Euro catastrophiques. Non, en mais fait, globalement, globalement, à l'Euro, c'est plus fort. Non, mais Joseph, aujourd'hui, pardon Rodolphe, je t'ai coupé, mais franchement, t'as des petites. En fait, ce format-là. Une fois, pas deux. Hein. Oh là là, je vais prendre cher au Attention. Je vais prendre cher au Vélodrome, je vous le dis. Hein. Je t'inviterai au Parc des Princes. Non, mais en fait, moi, je vois la chose de manière inverse. C'est-à-dire que je vois pas le côté négatif. C'est pas le verre à moitié vide. C'est-à-dire, moi, je vois le verre à moitié plein. C'est-à-dire que ces petites équipes, à force de composer avec ces nations à l'international, eh ben, elles s'améliorent. Elles s'améliorent au niveau du staff. Elles sont staffées comme sur le continent africain. T'as des petites équipes qui sont de plus en plus staffées, etc. T'as des terrains de meilleure qualité, etc., etc. Ça, c'est des choses en fait qu'on oublie quand je vois les petites équipes comme le Cap-Vert, en fait, où t'as des joueurs de 3e, 4e division. Écoute, quand je les vois jouer aujourd'hui, franchement, ils tiennent la dragée haute, des nations à l'international. Rodolphe, du coup, effectivement, tu pouvais continuer, mais pour toi, il n'y a pas cette nécessité que la Coupe du Monde doit représenter un football dans ce qu'il fait de meilleur au monde. En fait, de ce que je vois des matchs de cette Coupe du Monde, je ne suis pas choqué du niveau par rapport aux anciennes Coupes du Monde. Il y a, comme tu dis, on parle du Cap-Vert, de Curaçao, ils proposent leur football, ils y vont avec leur culot et tout, et c'est hyper plaisant, et moi je me régale à voir ces équipes. Je les supporte parce que on aime toujours les plus faibles, mais c'est excitant de voir ces petites équipes qui débarquent comme ça, un peu naïvement, et qui vont faire face aux plus grandes équipes. Cap-Vert qui fait match nul contre l'Espagne, pardon. Il peut y avoir des surprises. Non, mais il y en a des surprises. C'est ça qui est cool. C'est ça qu'on veut dans une Coupe du Monde. Mais c'est ça aussi, moi, qui m'intéresse dans ce que tu dis, Rodolphe, c'est que concrètement, ces petites équipes, on va pas dévaloriser ce qu'elles apportent dans une compétition. On est là pour les regarder jouer, et on sait que dans 90%, 95% des cas, elles vont se faire rétamer parce qu'elles ont pas le matériel, elles ont pas le niveau pour rivaliser avec les plus grands. Mais le truc, c'est que ces 5 petits pourcents, quand ça arrive, là on s'éclate, là on est heureux parce qu'on se dit tiens, le petit a fait tomber le gros, et ça raconte quelque chose. Et sur ce sujet-là, je vous renvoie à une vidéo qu'a sorti Willou, c'était avant à la Coupe du Monde. Willou, très gros youtubeur foot. Il a dit un truc de très intéressant sur le Japon, par exemple. Le Japon, quand tu regardes, tu parlais de Transfermarkt tout à l'heure, quand tu regardes un site effectivement connu dans le milieu du foot pour répertorier tous les joueurs et toutes leurs valeurs en théorie et plein de stats. Exactement, une énorme base de données. Quand tu regardes le Japon d'il y a peut-être 15-20 ans et que tu regardes le Japon aujourd'hui, tu compares la valeur marchande de tous les joueurs du Japon, tu te rends compte qu'il y a eu un boom énorme. Bien sûr. Ce boom il a été permis par quoi? Par la Coupe du Monde. Parce que ces équipes-là, en venant se confronter aux plus gros, ont compris comment ces équipes-là travaillaient et ont compris comment travailler elles-mêmes pour pouvoir essayer, je dis pas de rattraper totalement le retard, mais en tout cas de se rapprocher de ces nations-là. Donc en fait, les petites équipes, on peut pas aujourd'hui se dire, non, il faut pas qu'elles viennent parce qu'elles réduisent le niveau du tournoi. Non, faut les laisser apprendre aussi, comme le disait tout à l'heure Abdellah. Et je pense que là, tu parles de l'Italie, évidemment. L'Italie, je suis encore une fois, Joseph. Encore une fois, moi, je suis pas là pour me faire des ennemis. J'ai envie de rentrer chez moi en un morceau. On espère, qu'on va grandir et qu'on va passer encore à 64, à 100, je ne sais pas combien d'équipes pour retrouver évidemment les Italiens, mais malheureusement, ils ne sont toujours pas là. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler de l'équipe de France. Il y a quelques bruits qui sont en train de courir pour la compo des Bleus notamment, et se poser la question: est-ce que les Bleus sont favoris contre la Norvège? À tout de suite dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio. 20h21h, les Tontons du Mondial. Joseph Ruiz. Merci d'écouter les Tontons du Mondial sur Sud Radio. On se retrouve autour de la table avec Braque, commentateur et streamer, avec Rodolphe Tapi, avec Abdellah Boulma, journaliste indépendant. On le rappelle, l'équipe de France est de retour vendredi 21h. C'est le 3e match contre la Norvège, et celui qui gagne ce match terminera premier. Mais en cas de match nul, c'est la France qui prend la place, la première place qui serait théoriquement un peu plus importante. On a eu d'ailleurs un débat autour de cette question: est-ce qu'il ne faudrait pas terminer deuxième hier sur ce plateau-là? On peut le retrouver notamment en podcast. Vous allez sur sudradio.fr. On a eu un débat acharné, mais c'était assez sympa. Tout le monde n'était pas d'accord. Voilà, vous pouvez le retrouver donc en podcast. Et quant à nous, on va se tourner vers la preview de France-Norvège. C'est parti. Les Tontons du Mondial, la pause fraîcheur. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Rodolphe, est-ce que tu penses qu'on est favori face à la Norvège? Quand même.
Si on n'est pas favori contre la Norvège, ça sert à rien d'espérer d'aller au bout. C'est une grosse équipe. On est largement largement. On est favori. Ça reste une bonne équipe, faut respecter. J'entends dire qu'on veut tourner. Ça m'étonne beaucoup qu'on veuille tourner sur ce type de match. C'est quand même. Faudrait mettre l'équipe type selon toi. Il faut de la continuité, de la régularité un peu dans l'équipe. Tu peux pas faire une cassure comme ça sur un gros match avec un adversaire quand même qui, en fait, chaque match après match, tu vas monter en niveau, monter en grade et tout, et en intensité. Et je trouve ça étonnant de tourner sur un adversaire de ce calibre-là. Ça aurait été l'Irak, avec tout le respect que je leur dois, j'aurais pu comprendre. Tu comprenais plus. Là, sur la Norvège, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, on va regarder aussi après tout à l'heure quels sont les joueurs justement qui peuvent tourner selon Didier Deschamps, qui ne sera pas là. On le rappelle, endeuillé par le décès de sa maman, qui est retournée en France. C'est Guy Stéphane qui sera sur le banc de l'équipe de France. Selon Didier Deschamps et Guy Stéphane, c'est un turnover potentiel, mais il estime qu'il a un groupe de 20 joueurs. Pour revenir du coup à la question de est-ce que la France est favorite, Braque? Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non? Oh oui, moi je dis oui. Je dis oui même tous les jours, et je rentre pas dans la rivalité, dans la dualité Mbappé-Haaland. Je regarde ces deux collectifs. Alors évidemment que la Norvège a énormément progressé, mais la Norvège, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus en Coupe du Monde. C'était 98, je crois, la dernière. Je me tourne vers l'historien, bien sûr. De 1930. C'est un hommage. Non, Joseph, on m'a dit qu'il y avait de la bienveillance ici. On m'a dit Abdellah, viens, c'est super. Non, c'est très bienveillant. Non, mais là, je prends un coup sous la ceinture. Pardon, tonton. C'est de dire. La plus il a parlé de 1930. Mais sérieux? Non, mais parce que je voyais qu'il était bien calé sur les dates. Mais oui, ça faisait un moment quand même qu'on l'avait pas vu. Pardon. En plus, la dernière participation de la Norvège à la Coupe du Monde. Attends, si tu l'avais sorti, Abdellah, ça aurait Parce que j'ai eu un doute. On se tourne vers l'historien. J'ai ma mère qui écoute. Mais elle doit être fière. Autour de la table, personne ne l'a. Bon, d'accord. Ah, mais voilà, en fait, ça fait un petit moment que cette équipe de Norvège, courait après cette petite qualification. Ils ont une très très belle sélection. Franchement, ils ont une très très belle sélection. Maintenant, moi, je pense honnêtement qu'avant la Coupe du Monde, on a tous eu, et je crois qu'on en avait parlé même ici sur Sud Radio, on a tous eu une montée d'adrénaline par rapport à la Norvège, parce qu'en fait, on a regardé ligne par ligne et on a vu qu'il y avait Haaland, on a vu qu'il y avait les Ryerson, on a vu qu'il y avait les Oscar Bob, tous ces joueurs-là. Après, des joueurs super talentueux. C'est des talents, mais c'est pas non plus des joueurs de premier plan dans des grands clubs européens. C'est pas... Et je pense qu'à l'approche de la compétition, on s'est dit, mais en fait, on s'est peut-être un petit peu enflammé avec cette équipe de Norvège. Et elle a fait le taf. Ils sont très bien dans la poule. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes la manière dont on est outillé côté français, si on doit se dire est-ce qu'on est favori, la question ne devrait même pas se poser en fait. Alors, on m'a soufflé dans l'oreillette, Maxime Sénat, notre réalisateur de cette émission, 94. La dernière 94. Oh là là, ici même. Heureusement que je me suis. Voilà. Je t'ai dit oui comme ça, je le savais absolument pas. T'es pas du tout, mytho total. Tu aurais pu tenter un coup de bluff. Favori ou pas les Bleus largement? La question se pose même pas. Enfin, mais évidemment que t'es favori. Non, mais Joseph, t'es favori en A', t'es favori avec ton équipe B. Franchement, sans manquer de respect à cette équipe. Même avec l'équipe B. Mais évidemment que t'es favori avec l'équipe B. Mais franchement, il y a qu'en France. Enfin, pardon. Oui, pardon. Si. Non, mais franchement, laisse-moi 2 secondes. Il y a qu'en France où on se pose la question de savoir, mais cette équipe, les bancals, la prime B, etc. Mais tu lis la presse à l'international. Mais tout le monde est fasciné par l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C de l'équipe de France. Vous vous rendez pas compte? Lisez de temps en temps. Mon cher Joseph, ouvre des bouquins et Il y a sur Internet ou pas? Non, mais sur Internet aussi. Très bien. Non, je plaisante évidemment, mais franchement, c'est le truc en fait. Non, mais on a une très belle équipe, on a un groupe à l'international, on a des joueurs top joueurs sur quasi chaque ligne. On a une profondeur de banc de très haut niveau. Évidemment, tu me poses la question, on est favori, mais ça se pose pas comme question. Même si en face, effectivement, il y a du Haaland, il y a du Charlotte. Tu ne poses plus jamais cette question. Je reviens plus ici. Plus jamais je reviens ici. Non, mais franchement. En tout cas, pas avec moi. Non, pas avec toi, Joseph. Ça va pas du tout. Non, évidemment, très sérieusement, ils sont favoris. Je pense qu'il va faire un turnover sur les 2 dernières Coupes du Monde. Il avait fait, c'était Danemark, je crois, Danemark, Tunisie en 2022. Et avant, c'était Danemark. Je me souviens plus de la date. Et je crois qu'il avait fait 5-6 changements. Là, il va faire un petit turnover. C'est plutôt pas mal. Après, je pense, Deschamps, enfin, là, il est pas là. C'est Guy Stéphane qui va le remplacer. Évidemment, il va avoir Deschamps au téléphone. Mais c'est comment dire, c'est un turnover intelligent. C'est-à-dire ne pas remplacer 7-8 quarts, etc. Garder une ossature. Et surtout, c'est sur le front de l'attaque. C'est-à-dire, on s'est posé beaucoup de questions avec Olysée, Dembélé, Mbappé, etc. Peut-être que vous avez débattu ici à ce sujet. Moi, je pense qu'il faut
travailler ses automatismes, continuer de les travailler. C'est la raison pour laquelle il a sorti Olysée et Dembélé à la 67e au dernier match. Je pense qu'ils vont débuter avec Mbappé. Je pense qu'il va continuer de travailler ses automatismes parce que je termine avec ça et je lâche le micro. Je pense qu'il faut différencier le football de sélection avec le football de club. C'est-à-dire qu'en club, tu peux travailler toute la saison avec ton coach, tes automatismes, tes tactiques, etc. En sélection, c'est totalement différent. En sélection, c'est pendant la compétition que tu travailles ces automatismes. Et j'ose espérer en fait qu'il va conserver, qu'il va travailler un petit peu sur. Il les sortira à la 60e quand la France aura mené 2 ou 3-0. Ouais. C'est du temps réel. On les a pas joués depuis 2014. D'ailleurs, la Norvège. J'ai regardé l'équipe qu'on avait en 2014, les amis. Ruffier, Debuchy, Koscielny, Sako Evra, Matuidi, Cabaye. C'est les Saint-Etienne, ça, non? On était déjà en 4-2-3, exactement. Braque. Griezmann, Pogba, Valbuena, quand même, et Giroud devant. Voilà, mais ça a quand même bien changé. Il y avait un Marseillais à l'époque. C'est incroyable. Exactement, Rodolphe. Il y en avait un quand même. Il y en a plus. Mais ça va peut-être revenir. On aurait pu avoir Pavard, mais bon. Effectivement, c'est un peu compliqué, mais ça va peut-être revenir. Lentement, mais sûrement, Rodolphe. Faut y croire. J'y crois pas du tout. Ah ouais, j'y crois pas du tout. Pas pour l'année prochaine, mais il faut y croire un petit peu. Je sais qu'à Marseille, tu pousses un peu. Dans 2 heures, il te dit que sur champion de France. Déjà, on a un problème. Pardon, après on arrête, mais c'est qu'on n'a pas de Français. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus difficile. C'est pas de français, à partir de là, c'est très juste. Effectivement, c'est plus difficile. Allez, on enchaîne sur l'équipe de France. Abdella, justement, et Rodolphe ont commencé à ouvrir le sujet. Ça va être la question de qui va jouer et est-ce qu'on va faire les bons choix. Allez, c'est parti. 20h, 21h, les tontons du mondial. Allez, il y a un petit turnover qui va être fait. On va analyser un peu ligne par ligne et on va remonter ce terrain. On a, logiquement, Mike Maignan devrait d'ailleurs continuer. Il y a pas de bruit comme quoi. Il y a eu inquiétude quand même. Il y a eu inquiétude. Alors un petit peu. Inquiétude en début. Oui, au début, oui. Le premier match, potentiellement, son match effectivement d'ouverture n'a pas été exceptionnel. C'est vrai, mais en tout cas, il n'y a pas de rumeur comme quoi il va tourner sur le troisième match. Voilà. En revanche, ça va sûrement tourner sur William Saliba parce que il a un peu, on sait qu'il a un petit peu mal au dos, mais on va pas avoir. C'est mieux en gros de lui éviter le duel avec Haaland, c'est ça, Braque ? Peut-être de lui éviter la surcharge, peut-être de se dire que même si ça reste un match important, on peut très bien se permettre de se passer de William Saliba sur ce match avec un Maxence Lacroix qui a vraiment confirmé les attentes qui étaient placées en lui dans cette petite tournée. Bon, quand même, franchement, ce qu'il a envoyé Maxence Lacroix. Non, il envoie. Attention, il envoie quand même. Il envoie. Il a fait quoi? Il a fait un match amical. Enfin, il a joué un match amical. Mais je veux dire, est-ce que moi je parle d'expérience? Non, alors l'expérience, je le vois sous le prisme de l'expérience. C'est-à-dire que t'as pas l'expérience, d'un Saliba. Ouais, mais Abdella, évidemment que là, si c'est un match 3 de poule où t'es pas encore qualifié, Maxence Lacroix, il reste sur le banc et voire même en tribune. Mais là, on a 6 points, on est tranquille. Je peux l'envoyer, tu vois. Ouais, et je trouve même que c'est un bon test pour lui. Ouais, par contre, c'est plus Lacroix, du coup, Rodolphe, plutôt que Ibou Konaté. Ça, c'est un vrai choix. Et pour le moment, Ibou Konaté, c'est un des grands perdants de la préparation de l'équipe de France. Parce qu'il n'est plus titulaire. Il est plus titulaire, il a perdu sa place. Après, t'as quand même 2 monstres, Saliba et Upamecano, qui ont montré, qui ont prouvé. Et c'est même plus le troisième homme. Et c'est même plus le troisième homme. Pour moi, Konaté. Non, pardon. Ouais. Konaté. Ouais. Konaté a prouvé qu'il avait quand même un bon niveau, qu'il pouvait prétendre à une place de titulaire. Pourquoi pas? Mais il est descendu dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il fait une saison à Liverpool mi-figue mi-raisin, je dirais même pas top du tout. Il s'est fait pointer du doigt par rapport à des problèmes contractuels. Il est parti librement, donc je pense qu'il a dû vivre dans un climat pas forcément favorable. Quoi. Ouais, peut-être que Deschamps le protège aussi. Et là il arrive apte mentalement à jouer. Et là il descend. Et là il descend effectivement dans la hiérarchie. Sa saison a été très. On rappelle qu'effectivement il signerait Ibrahima Konaté, libre. On enchaîne avec ce poste d'arrière droit, Abdella, parce que on va avoir donc Malo Gusto qui va pouvoir être titularisé à la place de Jules Koundé. On rappelle qu'il a joué 7 minutes contre l'Irak. Est-ce que c'est le joueur que tu aurais mis, ou parce que il y a un joueur dont on parle assez peu, c'est Warren Zaïre? Absolument. Écoute, Gusto est un très bon joueur. Je suis pas là pour est un très bon joueur. Koundé, je pense que c'est la valeur sûre de Didier Deschamps. Quand bien même, il a un peu moins bien ces derniers temps. Saison à Barcelone aussi pas top. Là, c'est son premier match, pas top aussi. Mais bon, il est pointé du doigt, mais c'est aussi le reste du collectif. Franchement, à la place de Gusto,
Gusto, j'aurais bien vu Warren. Warren, franchement, il fait une saison extraordinaire pour son jeune âge. Il est très fort au milieu. Et grâce à Luis Enrique, ça fait écho à ce que je te disais en préambule tout à l'heure. Il est très fort à droite aussi. Il est très fort au jeu. Et je crois qu'il a joué 50% de ses matchs de la saison. Il les a joués à droite, à la place d'Hakimi. Et je pense franchement qu'il y a débat. Et je pense qu'il aurait pu prétendre justement à cette place. À cette place à droite pour le moment. À cette place à droite. Deschamps, il n'y a pas de débat. En fait, il n'y a pas de débat parce qu'en vérité, Deschamps, on sait très bien qu'il a quand même des idées qui sont très préconçues dans sa tête, qui sont établies. Et Jules Koundé, pour lui, c'est celui qui lui apporte, à mon sens, le plus de garantie dans son plan de jeu. Maintenant, Warren Zaïre-Emery, moi, je suis comme toi, Abdellah. J'adorerais le voir. Vraiment, j'adorerais qu'on lui laisse une chance de pouvoir montrer ce qu'il peut apporter dans une compétition comme ça. Je parle à droite, pardon, mais au milieu aussi. Hein. Oui, au milieu aussi, mais alors au milieu, ce sera encore plus dur, je pense, qu'à droite. Tu penses que ça va être pour toi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, les trois là, qui sont meilleurs que Warren Zaïre-Emery pour moi, non. Au milieu, sur le pivot. Pour moi, Rabiot, je pense qu'il est un petit peu au-dessus au niveau de l'expérience à l'international et sa capacité à travailler sur toute la largeur du terrain et aussi en verticalité, en profondeur, etc., comme il avait fait précédente Coupe du Monde. Mais je pense que Manu Koné, j'adore, mais je pense que Warren a son mot à dire dans ce milieu-là. Oui, mais il a son mot à dire, mais est-ce qu'on va lui donner l'occasion de donner son mot à dire? Ça, c'est un autre débat. C'est quoi justement, tu mets plus Malo Gusto, tu mets plus parce que finalement c'est un seul et même débat. Warren, il pourrait prendre la place de tous ces joueurs-là potentiellement. En fait, moi, dans ma réflexion, moi, je fais plus confiance à quelqu'un, à un joueur qui joue dans un collectif, dans une équipe qui est, malheureusement de le dire, la meilleure équipe au monde actuellement. Donc forcément, le mec il s'entraîne avec les meilleurs, il fait des finales de Coupe d'Europe, il a cette expérience, il a ce talent, il a cette fougue, il a cette jeunesse et tout. Il peut faire du très bon boulot, je pense. J'en suis pas sûr, j'en ai pas la certitude, on n'a pas la science infuse. Mais pour moi, ce sera un choix plus logique que Malo Gusto. Donc maintenant, est-ce que Deschamps sera jusque-là à changer Koundé? Hors pépin physique, je pense pas que Koundé bougera du 11 titulaire. Ouais, je pense pas non plus. Il y a peu de chance en tout cas. Pas à ce poste-là. Là, il veut, comme on disait tout à l'heure, il veut avoir des automatismes. Le rôle de l'arrière droit et arrière gauche, c'est de monter, de combiner un peu avec tes ailiers. Sauf que Koundé, il va plus beaucoup monter, je pense, sur cette Coupe du Monde. Je pense que là, il y a une consigne par rapport à lui. Je pense vraiment que Koundé, et d'ailleurs, on le voit même, les joueurs recadrent eux-mêmes Koundé sur le terrain. On l'a vu avec Kylian Mbappé qui lui dit voilà, tu t'arrêtes là, nous on va s'occuper du reste. Je pense que Koundé, il y a un vrai problème offensivement. Voilà, c'est ça. Il y a un vrai problème offensivement. Il apportera jamais autant, par exemple, qu'un Malo Gusto. Mais encore une fois, pour l'équilibre de l'équipe, je vois pas Deschamps sortir Koundé, quoi. En tout cas, on verra parce que Malo Gusto a une vraie chance à saisir. Ensuite, il y a quelques dossiers aussi qui sont très intéressants à suivre. Alors, Désiré Doué va sûrement retrouver sa place de titulaire aux dépens de Bradley Barcola. On l'a dit, Adrien Rabré va tourner, ce sera Koné et Tchouaméni au milieu. Et il y a quelques questions en suspens. Il y en a un, on ne sait pas vraiment s'il va être présent. C'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, est-ce que ce serait pas le moment pour le faire tourner un peu? C'est aussi des questions qu'on se pose dans le staff selon les informations de différents médias. Tu le mets pas? Est-ce que tu veux voir un Barcola Doué? Est-ce que tu veux voir un Cliouche? Ce serait la pire chose à faire pour moi que de reposer Dembélé sur ce match-là. Moi, je pense que Ousmane Dembélé avec l'Irak a réussi à retrouver cette confiance, et je pense qu'il avait jamais perdu la confiance. Je pense juste que voilà, contre le Sénégal, les planètes étaient peut-être pas alignées, Pluton était peut-être un petit peu trop haut par rapport à Jupiter, je sais pas. Mais sur ce match-là contre la Norvège, moi je pense qu'il doit continuer justement à retrouver encore plus cette confiance, à encore plus se rebooster, parce qu'on l'a vu, il a quand même été un petit peu touché Dembélé par rapport à tout ce qui a pu être dit sur lui. Absolument. Mais je considère que maintenant, c'est désormais un joueur extrêmement mature, un joueur qui est devenu tellement intelligent que je pense que là, contre la Norvège, moi je veux le voir. Il y a eu un vrai ajustement tactique, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu sur le deuxième match, où tu vois vraiment un triangle sortir du lot. Oui, clairement. Jouer sur la droite du terrain. Ouais. Avant le but d'Mbappé, tu vois Mbappé, Dembélé et Olysée qui restent vraiment sur le côté droit en triangle. Et il se passe 3 minutes. Il y a 3 séquences de jeu offensives et ça finit par un but. Ouais. Et je pense que c'est peut-être un premier élément tactique que Deschamps est en train d'essayer de mettre en place. Et ça serait dommage de l'enlever, de casser ça pour le moment. De casser ça pour le moment. Tu partages cet avis parce que voilà, il y a des supporters du PSG qui connaissent aussi Ousmane Dembélé, qui se disent faut pas trop en faire avec lui, et il y a des moments faut le faire un peu tourner. On est assez proche du match contre le dernier match contre l'Irak. Là c'est ce vendredi. Le 16e va vite arriver, il va y avoir beaucoup d'avions, ceci cela. Tu le reposes ou tu le reposes pas, Adela? Non, déjà faut l'écouter. Enfin les 2 fois en fait il a communiqué avec Luis Enrique pour dire qu'il était prêt. En fait il est sorti au bout de
20 minutes de match en Ligue des Champions. Bref, ça c'est pour la petite anecdote, mais je pense que c'est un gamin hyper mature, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est quelqu'un qui connaît son corps, c'est quelqu'un qui sait... mais il y a un truc que je ne comprends absolument pas, encore une fois, c'est ces débats autour des 3-4 devant, etc. En fait, les gens confondent système de base et animation. Quand ces joueurs-là sont sur le terrain, Dembélé, en fait, il n'est pas systématiquement collé à droite. C'est-à-dire qu'il dézone, il permute avec Mbappé, etc. D'ailleurs, c'est deux super potes. Ils se connaissent par cœur. Moi, franchement, je le fais débuter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire continuer à créer des automatismes, comme vous l'avez très bien dit à l'instant. Et on est dans les tontons du mondial. On va enchaîner, on va aller sur le penalty de Braque. Il y a un dernier nom qu'on n'a pas vraiment, dont on n'a pas parlé. C'est Ryan Cherki, Magnès Akliouche aussi. Voilà des joueurs qui auraient pu avoir leur chance, qui ne l'auraient pas. Effectivement, Cherki, j'aurais bien aimé un Cherki en 10 et voir une ligne de 3 Dembélé, Olysée, ça aurait été un des joueurs effectivement qui aurait pu. Mais je pense que c'est le remplaçant naturel d'Olysée, enfin d'une certaine manière, dans ce rôle. Mais Olysée justement, lui aussi, on en a même pas sur parlé. Le côté droit comme au Bayern et tout, j'aurais plus vu ça. Pour le moment, pas de Ryan Cherki. En tout cas, on sent bien que dans la hiérarchie de Didier Deschamps et de Guy Stéphane, il n'est pas encore prêt d'être titulaire. Allez, on se retrouve dans un instant dans les tontons du mondial et on va notamment évoquer le cas Neymar qui est revenu dans cette Coupe du Monde. À tout de suite. 20h, 21h, les tontons du mondial. Les tontons du mondial, Joseph Ruiz. C'est l'heure encore des tontons du mondial. On est ensemble jusqu'à 21h à l'antenne de Sud Radio et c'est l'heure du meilleur moment. C'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est un moment, le penalty, qui est un moment de... Voilà, on prend ses responsabilités, on porte un avis fort et en général, les fauves sont lâchés derrière. Personne n'est d'accord et ça me régale totalement. Allez, dans les tontons du mondial, ce soir, Braque, Rodolphe Tapi, Abdellah Boulma sont avec nous et on va débattre notamment de Neymar. C'est parti. Les tontons du mondial, le penalty. Le penalty aujourd'hui, mon bras qui va être autour de Neymar qui a rejoué avec le Brésil contre l'Écosse. Alors 3-0, Neymar était annoncé comme de retour. Il a été de retour sur quelques minutes. Il a été plutôt intéressant, mais on a vu une ovation extraordinaire, une température monter lentement mais sûrement. Et toi, ça t'a pris et ça t'a fait monter un peu les émotions. Bien sûr, parce que c'est aussi ça le football. Neymar, c'est pas juste un joueur qui est là pour des statistiques. C'est pas juste un joueur qui est là pour venir être une épine dans le pied de cette équipe brésilienne. C'est un joueur qui aime le foot. Neymar, ça se voit. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, son image, elle est tellement écornée par rapport à tout ce qui a pu se passer avec le Paris Saint-Germain, par rapport à son transfert en Arabie Saoudite où il a jamais joué. Mais ce mec-là, Neymar, ça reste quand même un joueur qui nous a fait rêver. Ça reste un joueur qui nous a procuré des émotions. Et moi, toute cette atmosphère là qui grimpe, qui monte avant son entrée. Et ça remonte même d'ailleurs à ce plan qu'on avait vu sur le match face au Maroc où la caméra arrive sur Neymar. Tu sens qu'il se passe un truc. Il rentre pas dans ce match, mais tu sens qu'il y a une attente autour de lui. Et moi, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime dans le foot. Je m'en fous, moi, que les mecs gagnent, perdent. Moi, j'ai envie qu'on me raconte des trucs. Et ça, c'est quelque chose qu'on me raconte de trop fort pour que je vienne me dire, il prend la place d'un autre. Non, c'est Neymar, les gars. Ces mecs-là, que ce soit Neymar, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Lionel Messi, ils ont gagné le droit, ils ont gagné le crédit qu'on leur laisse la chance de pouvoir s'exprimer s'ils ont envie. Il peut avoir 45 ans, 57 ans. Je m'en fous. Tu t'en fous. Moi, il est sur le terrain, ça me va très très bien. Et s'il prend la place d'un autre, l'autre, il avait qu'à être plus fort. C'est tout. Je sais qu'on peut me tomber dessus pour ce que je dis là, mais les amis, c'est ça le romantisme, c'est la passion. Rodolphe, c'est ton football, Neymar. C'est mon football, j'ai rien à rajouter. Panenka sous la barre, magnifique. Il y a rien à dire. Non, mais en effet, même en tant qu'ancien Marseillais, que ça a été un Parisien, rien à voir. On peut se dire des fois. Mais même entre nous, nous Marseillais, on parlait de Neymar, on dit putain, mais qu'est-ce qu'il est bon ce bâtard, qu'est-ce qu'il est bon. Non, il y a rien à dire. C'est ce genre de joueur, s'il est disponible, tu ne peux pas t'en passer. T'as besoin de qu'il soit là, même si physiquement il y a peut-être des choses à revoir et tout. Il sera peut-être pas à fond toute la Coupe du Monde. Tu sais que c'est un mec, il peut t'enchanter un match, il peut te changer une situation, il peut tout débloquer à lui tout seul. C'est un ambianceur aussi. Et dans un groupe qui vit une Coupe du Monde, on a besoin de mecs qui mettent un peu l'ambiance. Donc il a le talent d'Adil Rami niveau ambiance et il a le talent de Ronaldinho niveau footballistique. Donc c'est un joueur parfait, c'est un joueur qui nous fait rêver, c'est un joueur qu'on aurait adoré avoir à l'OM, c'est un joueur qu'on a adoré voir au Barça, qu'on a adoré quand même. On a quand même
a bien vibré quand il faisait des beaux trucs avec le PSG, et on espère qu'on va vibrer avec le Brésil, avec ces petits gris-gris à venir. Ouais, potentiellement, en tout cas, il a fait une bonne entrée, Abdellah. Bon, il a fait une bonne entrée. Bon, faut pas n'exagérons rien. Elle est un peu dure son entrée quand même. N'exagérons rien. Elle est pas mauvaise, tu vois. Elle est 76e. Non, elle est pas mauvaise, elle est prudente. Ouais. Voilà, c'est le mot. Enfin, pour moi, le mot, je sais pas pour vous, mais elle est prudente. Il est entré 10 minutes, 15 minutes, etc. C'est Monsieur Magie, évidemment, c'est le tonton du Brésil. C'est le tonton originel. C'est le tonton originel, évidemment. En fait, pourquoi? Parce que cette équipe du Brésil, en fait, est composée de très beaux joueurs. Moi, j'adore Paqueta. Moi, j'adore Guimaraes. J'aime tous ces joueurs-là. La défense, extraordinaire, Marquis et Gabriel, mais lui c'est la magie. Et en fait cette équipe du Brésil, en fait, elle manque, enfin à mon sens, hormis Vinicius, elle manque de magie, elle manque de romantisme. C'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Il mettait même ce mec-là. C'est ça le Brésil. Le Brésil, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais le Brésil, c'est ça. Mais ça a toujours été ça. Oui, mais dans la conscience collective, en fait, le Brésil, c'est ça. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu le Brésil jouer comme ça? Ouais. Le Brésil de 94, c'était hyper défensif. Là, récemment, c'était hyper minimaliste. Et des joueurs comme ça, en fait, c'est des joueurs qui nous font rêver. Et on a besoin de joueurs comme ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, même à 43 ans, c'est des joueurs que je veux voir sur le terrain. Moi, le jubilé de Cristiano Ronaldo, de Messi, de lui, même de Dzeko qu'on voit pas, c'est des joueurs que je veux voir. Voilà, c'est parce qu'ils nous ont fait vibrer. Il faut les remercier. Joseph, faut les remercier pour ce qu'ils nous ont apporté ces 20 dernières années. Respect, messieurs. C'est moche. En fait, ce qui est moche, c'est d'avoir été là, d'avoir été dithyrambique sur ces mecs-là, et aujourd'hui d'être aussi dur, d'être aussi violent. Il y a des termes quand tu regardes par rapport à ces gens-là qui sont d'une violence. Ça s'appelle le fanatisme. Les gars. Mais voilà. Et beaucoup d'hypocrisie aussi. La critique est tellement facile. On le retrouvera du coup pour son prochain rendez-vous au Texas à Houston. C'est lundi prochain pour les 16e de finale, où là véritablement les choses vont vraiment commencer. Reste à savoir s'il va être titulaire dans cette équipe de Carlo Ancelotti. En tout cas, il y en a un qui est sûr au Brésil, est extraordinaire. C'est Vinicius. On aura l'occasion à nouveau d'en parler dans les tontons du mondial. Mais bon, là il est un peu éclipsé du coup par Neymar, mais il est clairement au rendez-vous, Vinicius, et peut-être que ça peut être son mondial et que ça peut être effectivement très intéressant à suivre. Le programme ce jeudi: Équateur, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire. Ensuite on aura Japon, Suède, Tunisie, Pays-Bas, et Turquie, États-Unis, Paraguay, Australie. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Jacques Pessis. Si vous aimez la musique, c'est les clés d'une vie, et on va retrouver le musicien Eric Lévy. C'est le groupe ERA. Merci à tous. On se retrouve demain dans les tontons du mondial. On a un invité de marque, c'est Pierre Lescure, et vous retrouverez Emmanuel Galasso à la présentation. Donc faites-lui le meilleur accueil possible. Merci à tous. Tout de suite, Jacques Pessis sur Sud Radio.